Madame, Monsieur, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons pour cette nouvelle édition de Scène de Presse. Scène de Presse, c'est le rendez-vous des hommes et femmes des médias qui décryptent les faits majeurs de la semaine en toute liberté, des échanges soutenus par des experts à la science avérée. Au menu de ce 442e numéro, le Cameroun est un et indivisible et il le restera. Ce credo a été entendu ce 1er octobre, date de commémoration de la réunification de notre pays. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, les Camerounais ont dit leur attachement à l'unité et à la paix. Ils ont battu le pavé pour faire échec aux velléités sécessionnistes. L'anniversaire a certes été émaillé par quelques contre-manifestations, mais tout est sous contrôle et nos invités font le point ce soir, ainsi que nos correspondants dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. 900 sites touristiques recensés, des patrimoines de l'UNESCO confirmés, l'Afrique en miniature peine cependant à être une destination touristique de premier ordre. La célébration de la 38e édition de la Journée mondiale du tourisme le 27 septembre dernier sous le thème « Tourisme durable comme outil de développement » donne l'occasion ce soir à nos invités de répondre à une question essentielle: comment libérer le potentiel touristique camerounais? Également au menu ce soir, vos rubriques habituelles, les unes du lundi, la revue de presse en focus, Fonangwa Foi de Tête, qui sort de sa réserve et tente de ramener les activistes à l'ordre. Mais avant, faisons connaissance avec nos invités du soir. Christelle Avom est notre guide. Georges Alain Boyomo est le directeur de publication du quotidien Mutation. Lauréat de la 31e promotion de journaliste de l'ESTIC, l'éditorialiste a souvent griffonné dans les colonnes du Messager et prêté sa voix à Radio Campus. Président du club des journalistes politiques du Cameroun, il tient des cafés politiques avec les leaders du régime en place et son opposition. Oundi Cyril est inspecteur principal des régies financières. Diplômé en administration publique de l'ENA de Paris, il est chargé d'études au ministère des Finances. Analyste politique, il nous donnera une opinion citoyenne sur les événements relatifs au 1er octobre 1961. Tabé Ngaba est architecte enseignant à l'université de Maroua. Diplômé de l'école d'architecture et de paysage de l'université de Bordeaux, il est le directeur des entreprises touristiques au ministère du Tourisme et des Loisirs depuis 2016. Président de la commission hébergement et restauration du COCAN 2019, il est celui qui nous dira comment libérer le potentiel touristique camerounais. Également sur ce plateau, Christelle, Franklin Sonnebayen, qui est journaliste et freelance et un habitué de Scène de Presse ainsi que de Presse Awa. Merci d'être venus, messieurs. La première une de cette édition de Scène de Presse nous conduit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest pour voir comment cette journée s'est déroulée après toutes les menaces que nous avons entendues. Donc nous aurons au cours de cette édition de Scène de Presse nos correspondants permanents dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest. Alors Franklin Sonnet, je vais commencer par vous avant que nous ne prenions la température dans ces régions-là. Alors au regard des menaces que les activistes ont fait peser sur ces régions du nord-ouest et du sud-ouest cette semaine et des mesures d'exception qui ont été prises par l'État, avez-vous le sentiment qu'il y a eu plus de peur que de mal? On n'a pas encore toute l'information. Les quelques informations qu'on a eues, tant qu'il y a mort d'homme, c'est grave. Donc si on attendait la mort d'1 million de personnes et que 100 millions ne sont pas morts, tant qu'il y a 10 morts, tant qu'il y a 20 morts, de par les quelques informations qu'on a pu récolter jusque-là, je pense que c'est toujours grave. Alors j'imagine que ce chiffre que vous donnez, pas de 10 ou de 20 morts, c'est des chiffres qu'on va vérifier avec nos correspondants régionaux dans cette partie du pays-là, le nord-ouest, le sud-ouest précisément. Georges Alain Boyomo, vous avez plutôt dressé un bilan mitigé de cette journée au regard des différentes menaces qui ont pesé sur la ville pendant la semaine.
Absolument. Je pense qu'il est déjà, on est fondé de dire en l'état actuel de la situation que dans 8 régions du Cameroun, les choses sont passées normalement. Il y a eu des meetings organisés par le parti au pouvoir, suivis de marches de soutien aux institutions constitutionnelles. À Yaoundé, il y a eu même un bouquet où on a retrouvé au monument de la réunification. C'est inhabituel, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale pour rappeler que le Cameroun est un et indivisible. Malheureusement, tout n'a pas été parfait parce que du côté des 2 régions anglophones, le nord-ouest et le sud-ouest, on a effectivement resté des échauffourées. Certaines se sont soldées par des morts d'hommes. On ne peut pas encore être précis sur le chiffre, mais il y a quand même un courant irréductible qui... Des échauffourées, autant pour moi, à la prison qui ont conduit... À la prison, mais également en dehors, parce que... Qui ont conduit donc à ces morts-là. Par exemple, le cas de Kumbo, mais également à Moutenguene, à Baminda, il y a eu des accrochages entre des forces de l'ordre et certains activistes qui ont tenté de défier l'autorité publique. Il y a eu également des marches pacifiques. Il y a des gens qui sont rendus dans l'enceinte des chefferies pour manifester, je dirais, leur hostilité à une certaine partie du Cameroun et hisser le drapeau d'un certain pays. Mais globalement, je pense que par rapport à ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux avant cette journée du 1er octobre, on peut dire que les choses se sont globalement passées avec moins de casse qu'on ne s'y attendait. Alors Cyril Oundi, comment est-ce qu'on peut expliquer ce sentiment mitigé qui anime Georges Alain Boyomo? On peut le mettre à l'actif de quoi? Est-ce que c'est à l'actif du concert de protestation qui a été entendu pratiquement sur l'ensemble du territoire? Écoutez, moi je pense que tout en partageant l'inquiétude qui a été exprimée un peu avant moi sur les incidents qui ont certainement émaillé cette journée en attendant qu'on ait l'information exhaustive et l'information fiable. Le Cameroun, comme beaucoup d'autres nations démocratiques, traverse une étape majeure de sa longue maturation démocratique et institutionnelle. Et le film de cette journée est là pour effectivement confirmer cela. On a eu sur l'ensemble du territoire national un ensemble de célébrations pour rester en droite ligne de ce que devrait être ce 1er octobre. On a eu un ensemble d'appels, un sursaut d'union nationale et d'unité nationale pour réaffirmer que le Cameroun est un et indivisible. Il faut bien entendu déplorer... Il est important qu'on entende les autres. Effectivement, c'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie. Qu'on entende le plus grand nombre. Qu'on ait parfois des sons de cloche dissonants, mais ce qu'il faut faire, c'est écouter et prêter attention à ces sons de cloche dissonants pour progressivement travailler à une meilleure harmonie avec le reste de l'orchestre, pour employer un peu le langage musical. Donc je pense que c'est une étape que nous traversons, qui est faite de soubresauts, et il nous appartient à tout le peuple camerounais de faire preuve de responsabilité, mais également d'écoute pour tirer tous les enseignements nécessaires et continuer à avancer sur ce long et difficile chemin de la démocratie, parce que la démocratie, c'est pas une balade de santé, c'est émaillé parfois d'incidents plus ou moins graves, mais il faut trouver la force de continuer d'avancer. Alors, parlant justement d'incidents, il y en a souvent eu ces dernières semaines dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Monsieur Taïb Gabak, vous qui êtes dans le secteur du tourisme, dites-nous quel est l'impact de cette crise sur le secteur touristique? Oui, effectivement, quand il y a crise, le secteur, crise surtout par rapport au déplacement des hommes, etc., le secteur du tourisme en prend un coup, parce que en fait, le tourisme, il faut le définir, c'est lorsqu'on peut se déplacer pour aller séjourner hors de son lieu de résidence habituel pour diverses raisons. Et lorsqu'il n'y a pas possibilité, par exemple, pour diverses raisons, de ne pas arriver à tel endroit, effectivement, nous voyons que les arrivées peuvent être réduites ou les nuitées également. C'est le cas en ce moment? C'est le cas en ce moment parce que si nous partons des constats en comparaison entre les arrivées et les nuitées de 2016 à 2017, dans ces régions-là, il y a une baisse drastique
baisse drastique en 2016 au niveau du sud-ouest, 70 000 nuitées. Aujourd'hui, nous en sommes largement moins de 50 000 nuitées. Et au nord-ouest, nous avions en 2016 51 nuitées, 51 000 nuitées. En ce moment, nous ne sommes pas encore complètement en fin d'année, mais nous sommes qu'à 17 500 nuitées. Et ça fait quand même que sur le plan recettes générées, c'est vraiment drastique. Alors nous allons retrouver nos correspondants dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest pour prendre la température après cette journée qui a causé un certain nombre de problèmes. On avait une certaine appréhension. Alors comment se porte la région du nord-ouest à cet instant précis? Nous posons la question à Augustin Guizana. Augustin, bonsoir. Bonsoir Lucrèce Medoun Djemba, bonsoir à tous vos invités, bonsoir à tous les téléspectateurs de scènes de presse sur CRTV. Alors comment se porte la région du nord-ouest à cet instant précis? À l'heure où nous parlons, Lucrèce, c'est le couvre-feu instauré depuis vendredi soir qui se poursuit, et ce jusqu'à demain, lundi 2 octobre à minuit, et il faut ajouter l'arrêté du préfet de la Mézam qui interdit toute manifestation publique jusqu'au 3 octobre. Pour répondre à votre question, eh bien, il y a eu plus de peur que de mal à l'heure du bilan de ce 1er octobre 2017. Le mal, c'est qu'on enregistre 3 morts à Kumbo, et c'était d'ailleurs une surprise. On s'attendait à des manifestations des rues, mais c'était un incendie provoqué par ces prisonniers de Kumbo, qui a plutôt amené la population à être quelque peu bouleversée. Mais sinon, malgré les déplacements limités entre les départements de la région et au niveau de la frontière fermée, les fidèles se sont rendus quand même dans les églises ce matin. La situation est sous contrôle selon l'état-major de la Sûreté nationale qui suit de près cette situation, tout comme moi qui était sur le terrain, dans le Boyo, également, c'est non loin de Bamenda. Je viens d'avoir le préfet au téléphone. Il m'a indiqué, Fidèle Teigny m'a indiqué que son véhicule a été incendié cet après-midi aux alentours de Bello. Ça, c'est autour de 10 km de Fondon, le chef-lieu de ce département. Mais de manière ramassée, Lucrèce Medoun Djemba, la situation est sous contrôle. Il y a eu plus de peur que de mal. Alors, Augustin, il y a une rumeur, appelons-la ainsi, qui a circulé tout au long de cette journée. C'est celle relative à cette frappe aérienne qui aurait eu lieu à Bamenda, et également celle qui fait état d'un gendarme qui aurait été tué par des manifestants, autant pour moi. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Non, il n'y a pas eu de frappe aérienne de l'armée camerounaise sur des manifestants, Lucrèce Medoun Djemba. En effet, aux environs de 13h et 16h, c'était un hélicoptère de l'armée qui survolait le chef-lieu de la région, en tout cas l'aéroport de Bamenda qui est situé à Bafout. Entre-temps, du côté de Mile 7, il y avait un groupe d'individus se réclamant du Southern Cameroun qui manifestait à cet endroit. C'est donc un détachement du groupement spécial d'opération, le GSO comme on l'appelle, qui est donc un détachement motorisé qui a chassé cette bande d'individus. Alors, il n'y a donc pas eu de frappe aérienne. Les autorités aéronautiques que j'ai saisies par téléphone, ainsi que les forces du maintien de l'ordre m'ont indiqué que l'hélicoptère en question était en patrouille, avait plutôt un dispositif de prise de vue et non d'armes pour tirer sur des manifestants. Pour ce qui est du gendarme en question, d'ailleurs, il s'agit de l'adjudant Koum que je connais très bien et que à qui j'ai d'ailleurs rendu visite. Il a été pris à partie par des manifestants au niveau de Mile 4 et donc il s'est blessé au niveau du bras. Mais les réseaux sociaux ont fait vite de le tuer. Donc voilà des précisions qu'il fallait donner au niveau de ces deux informations, Lucrèce. Merci Augustin Guizana, et nous savons que vous restez à l'écoute et que vous nous ferez part de tous les développements qui pourraient arriver de ce côté-là. Merci et bonne soirée à vous. Merci, bonne soirée et bon débat, Lucrèce.
Merci Augustin. Si la technique nous le permet, nous allons tout de suite nous rendre dans la région du sud-ouest où nous attend Flavien Zobo pour faire également le point dans cette partie du pays. Flavien, bonsoir. Alors, j'espère que nous aurons Flavien Zobo dans quelques instants. Le temps pour nous de réagir donc à cette communication que nous venons d'avoir venant de la région du Nord-Ouest. Georges-Alain Boyomo, vous avez également des reporters sur absolument, le terrain. Absolument. Je pense que c'est une restitution à peu près correcte de la situation. Je n'attendais pas moins d'Augustin Guizana qui connaît bien le terrain. Maintenant, je dois dire quand même que, tel que les choses évoluent, on a le sentiment qu'il y a vraiment une frange de Camerounais qui sont entrés en rébellion vis-à-vis des institutions républicaines parce qu'on ne comprend pas qu'après toutes les démarches qui ont été faites, après tous les appels qui ont été faits, et par l'Union européenne, et par les leaders politiques, et par le Commonwealth, et par les Nations Unies, que des gens en arrivent encore à poser des actes aussi déviants. Donc, on espère simplement que le dialogue va vraiment prévaloir et que les uns et les autres vont comprendre que la nation n'est pas un construit définitif et que c'est chaque jour qu'il faut apporter la pierre pour qu'on arrive à un idéal qui soit convergent par rapport aux intérêts des uns et des autres. Nous allons maintenant retrouver Flavien Zobo en direct de la région du sud-ouest. Flavien, bonsoir. Flavien Zobo. Bonsoir Lucrèce et bonsoir également à vos invités. Alors dites-nous comment se porte la région du sud-ouest? Il faut dire, Lucrèce, que le calme règne dans la région du sud-ouest après une journée, on va le dire, bien longue, caractérisée par des manifestations d'humeur par endroits. Alors parlant justement de ces manifestations-là, qu'est-ce que vous avez pu observer? Quel est le bilan que vous pouvez faire? Alors Lucrèce, on va dire qu'à Bangem et à Tombel, nous sommes dans le département du Madangouba. Les manifestations ont tenu quelques dizaines de minutes. Dans le département du Lébialem, les informations reçues là-bas font savoir qu'une marche encadrée par les forces de l'ordre a eu lieu à Mengi, à Ekiluindi, un village du département de la Mémé. On a également connu quelques tensions très vite maîtrisées. Constat similaire à Bamousso, département d'Indiane. Les villes de Manfé dans la Magno, Kumba dans la Mémé, Boya dans le Fako ont été relativement calmes. Les quelques manifestations observées ont à chaque fois été stoppées net par les forces de défense et de sécurité qui ont fait preuve de maîtrise et de professionnalisme devant des manifestants parfois agressifs. La situation est sous contrôle et comme je l'ai relevé tantôt, Lucrèce, le calme règne dans la région. Merci Flavien Zobo pour toutes ces informations et nous vous souhaitons bonne suite dans votre travail. Nous savons que vous restez à l'écoute et que, comme nous l'avons tantôt dit pour la région du Nord-Ouest, vous nous ferez part de tous les développements qui pourraient subvenir dans cette région. Merci également à vous Lucrèce et bon débat. Merci Flavien. Retour sur le plateau et suite de ce débat. Alors Franklin Sonnet, on était donc aujourd'hui le 1er octobre, nous sommes toujours le 1er octobre et c'est un 1er octobre qu'on a vécu pas comme les autres. On a eu des manifestations de soutien au président de la République, on a eu des marches pour faire échec aux velléités des sécessionnistes, on a eu une déclaration du Parlement au monument de la réunification. Quel commentaire tout cela vous suggère? Voilà que finalement on a fêté le 1er octobre. Voilà une date très importante, peut-être le plus important, je peux même dire le plus important dans notre histoire qu'on avait oublié, qu'on a balayé comme ça sous la table. Et Dieu merci, aujourd'hui, peut-être à part le président de la République qui n'est pas dans le pays, toute la classe politique et l'administration est sortie pour fêter le 1er octobre. Je pense que cela, c'est une victoire pour les manifestants. Je me demande pourquoi on veut tuer l'histoire du Cameroun. Je ne comprends pas pourquoi on fête le 20 mai au lieu de fêter la réunification. Parce que le 20 mai représente à la fois
la plus grande fraude électorale dans l'histoire du monde, où on a voté entre oui et yes, et que ça représente aussi l'annexation. Moi, je pense que si on veut maintenir le 20 mai, qu'on appelle ça le Empire Day, comme on avait dans notre histoire, cela parlait de Empire Day en termes de la Grande-Bretagne, l'Empire britannique. Parce que ça, c'est le jour où le Cameroun francophone est devenu un empire. Parce que les empires sont des grandes puissances qui captent les petits pays ou les petites tribus pour les intégrer sous leur contrôle. Moi, je pense que c'est arrivé peut-être accidentellement. Bien sûr, non, il n'y a pas de question dessus. Qui est menée. Le 20 mai, c'était l'assimilation. C'était l'assimilation. On ne peut pas débattre sur ça. J'ai dit encore que voilà que accidentellement on a fêté le 1er octobre notre réunification, ce qui fait l'histoire du Cameroun, ce qui fait cette Cameroun dans lequel on vit. Et on voulait oublier ça. Je pense que ça devait devenir officiel. Après le dialogue sincère, et si on arrive à tomber d'accord, je pense que le 1er octobre devrait être notre National Day. Alors, Cyril Oundissa, c'est un point de vue que vous ne partagez pas Absolument du tout. Pas. Absolument pas. Je pense qu'il faut... Pour vous, c'est une date douloureuse, le 1er octobre 1961. Avant de dire cela, je pense que la situation est suffisamment délicate pour inviter les uns et les autres à la mesure et à la tempérance. Je pense que ce n'est pas le moment, de se lancer dans un vocabulaire qui peut être récupéré par d'autres personnes ou alors qui peut être intégré et compris différemment selon le niveau d'instruction de chacun. Ce n'est pas les mots qui tuent le Cameroun. Vous vous êtes exprimé, je ne vous ai pas... Vous êtes exprimé, je ne vous ai pas coupé. N'ayons pas peur de mots. Parler d'Empire Day, du Cameroun comme d'un empire, parler de politique d'assimilation, non, je pense qu'on est là dans le domaine de l'exacerbation. Ce qui s'est passé aujourd'hui est, pour moi, de mon point de vue, l'expression d'une colère profonde qui a grandi, qu'on n'a pas entendue et qui est aujourd'hui assourdissante, que nous devons entendre et qui a besoin d'être traitée. Moi, je voudrais inviter les uns et les autres, l'ensemble de la classe politique, surtout la société civile, à cette mesure, à cette tempérance. La politique est peut-être un jeu, mais il y a des choses avec lesquelles on ne joue pas. Inviter les uns et les autres à un certain sens des responsabilités. Le Cameroun traverse une étape très délicate. Nous avons besoin aujourd'hui de revisiter notre modèle politique, de s'asseoir et d'examiner le chemin qui a été parcouru, trouver les voies et moyens par lesquels on peut avancer par ce dialogue. Donc il faut que les uns et les autres soient conscients de ce qui se joue aujourd'hui, c'est l'avenir du Cameroun, mais pas l'avenir d'une chapelle politique et encore moins l'avenir politique de quelques individus. Non, il faut aujourd'hui, dans un sursaut d'orgueil national, tenir un discours qui permet aux uns et aux autres de maintenir cette cohésion nationale, qui va nous permettre d'apporter des réponses aux interpellations, d'écouter la colère de nos compatriotes qui s'expriment aujourd'hui. Parce que moi, je vais vous dire, Lucrèce Bedou-Djemba, je suis sûr qu'une majorité écrasante de nos compatriotes qui ont défilé paisiblement aujourd'hui, agitant certains des morceaux de papier, des bouts de tissu ou de plastique à des couleurs différentes du drapeau national, sont profondément au fond d'eux-mêmes camerounais. Au fond d'eux-mêmes, c'est le verre jaune qui est imprimé, mais ces gestes qu'ils ont posés aujourd'hui sont des manières de nous dire: il y a des problèmes, il faut qu'on les règle. Nous ne sommes pas contents de comment les choses avancent. Il faut que vous entendiez cette colère. C'est le premier stade du dialogue. Il faut écouter d'abord. Et si on veut que règne l'écoute et le dialogue, je pense qu'il faut également que les uns et les autres quand vous parlez de dialogue, en évitant des excès alors quand vous parlez de dialogue, il faut déterminer les termes de ce dialogue et déterminer également les acteurs qui doivent prendre à ce dialogue-là. D'accord. Je suis... Qu'est-ce qu'il faut écouter, qu'est-ce qu'il ne faut pas écouter? D'accord. Je suis porteur d'une solution. D'une solution de médiation pour sortir de cette crise. Rapidement. Nous avons une crise qui a 3 composantes. Et je propose une solution de sortie de crise à 5 volets. Ce que j'appelle mes 5 majeurs. Donnez-nous les plus importantes. Voilà. Nous avons 3 composantes dans cette crise. C'est important de partir de là. On a une composante professionnelle, corporatiste,
qui a été portée par les avocats, les enseignants, pour lesquels des solutions ont commencé à être apportées et d'autres en cours d'implémentation. On a eu une composante sociale de gens qui disent il y a un malaise, on n'est pas assez intégré, on ne vit pas bien, on n'est pas à l'aise, on veut être bien comme tout le monde. Ça aussi, je pense que des solutions ont commencé à être apportées et sont en laboratoire. Il y a une composante politique. Et c'est celle-là qui a besoin d'une attention plus délicate et plus responsable. La composante politique elle-même est subdivisée en deux. Oui, c'est important. C'est important. Oui, on a une composante responsable qui dit nous sommes un État unitaire, nous avons des problèmes et nous pensons que les choses seraient mieux si on faisait marche arrière. C'est la composante fédéraliste. Celle-là, il faut l'écouter, il faut entendre, parce que c'est en écoutant qu'on peut faire un diagnostic et proposer des solutions qui ne sont peut-être pas celles qu'eux, ils proposent. Ce serait par exemple l'adoption, la mise en mise en œuvre intégrale, ambitieuse et accélérée de la décentralisation telle que prévue dans la Constitution de 1996. Et il y a la deuxième sous-composante de la troisième qui est extrémiste, qui est sécessionniste, qui est séparatiste et qui est attentatoire à ce que nous avons de plus cher, cette unicité de la nation camerounaise, cette volonté des Camerounais de rester ensemble. Celle-là, je pense que ça constitue, on va dire, la ligne rouge à ne pas franchir. Voilà. Alors, c'est entendu. Georges Alain Boyomo, vous partagez quelque peu le point de vue de Franklin Sonnebayen sur la date du 1er octobre 1961. Absolument. Vous pensez qu'il faut lui donner plus de place dans notre calendrier de commémoration? Il faut tenir compte de la lame de fond des manifestations qui ont été vécues aujourd'hui. Il y a une aspiration du peuple camerounais dans son ensemble à considérer cette date comme une date majeure de notre histoire. Et lorsque les circonstances l'exigent, il n'est pas maladroit de reculer et de prendre acte de cela. Mais sans donner l'impression que jusqu'ici, il y avait une politique de marge d'assimilation qui était menée. Sans être d'accord sur le fait que la célébration du 20 mai, c'était la célébration de l'Empire Day, comme il a dit, parce qu'il faut bien dire que pour arriver à l'unification, on est passé par la réunification. Ça veut dire que pour faire le pont vers l'unification, il y a eu quand même un certain nombre d'accords. Ce n'était pas à l'arracher comme il tend à le faire croire. Maintenant, tout n'est pas parfait. J'ai dit que la nation, c'est un construit perpétuel. Il y a eu certainement des manquements, notamment du côté des francophones qui ont utilisé leur obésité un peu peut-être pour assimiler, pour vouloir assimiler sur un certain nombre de plans avant de corriger. Les anglophones. Mais lui, c'est un camarade de promotion à l'ESTIC qui sait bien que même à l'ESTIC, on reprochait déjà le nombre important d'enseignements en français par rapport aux enseignements en anglais. Et c'est bien que le curseur soit remis au bon endroit maintenant. On a vu les efforts que le gouvernement a fait par rapport aux enseignants anglophones. On a vu également par rapport aux actes OWADA. Je pense qu'on est dans la bonne voie. Mais ce sont des problèmes de gouvernance, tout simplement. Ce sont des problèmes de gouvernance, mais spécifiques pour la partie. On ne peut pas négliger notre héritage colonial. C'est spécifique par rapport à la partie anglophone. C'est pour ça que moi, je pense que le problème, par exemple, Bamileke Bassa n'est pas de même que le problème anglophone. Il y a un problème anglophone qui est spécifique et auquel nous devons prêter l'oreille. Voilà, messieurs, nous allons marquer un premier arrêt dans cette édition de Scène de Presse et nous allons écouter... Oui, en quelques secondes. Votre reporter vérifie encore ces informations. Notre reporter est sur le terrain. On a les informations de 2 gendarmes pris en otage. Notre reporter est sur le terrain. Je vous le garantis, notre reporter est sur le terrain et chaque fois qu'il y aura une information capitale vérifiée, vérifiable, il nous la communiquera. Alors, comme je le disais, nous allons marquer un premier arrêt dans cette édition de Scène de Presse. Nous allons écouter Fon Angwaf de Tut, le Fon de Mancon, qui est un témoin de l'histoire au Cameroun et qui invite tous les protagonistes au dialogue dans le but de sortir de cette crise. Il est en focus dans cette édition de Scène de Presse. I still love the marriage, but that's what I want dialogue. We have to examine what are the things worrying us. We have to discuss it. We cannot melt. Thank you very much.
And my experience is that even after this, if any solution is arrived at a present moment, I'm more or less on my way out. My children, my grandchildren must. It seems to me that by human nature, the longer we have, the more we have to discuss. It's an evolution, and we have evolved. We can discuss, and to discuss again and again, because even other countries had the same thing. Those countries that had independence just about the time, they also seen their own mistakes, and we should be able to talk it over. It is important for us to re-examine our points of difference. And I don't feel that when we talk about Anglophone Cameroon, Francophone Cameroon, we're making any point. We are Cameroonians. We have our own traditional customs. And so we should be talking about that. Jean-Alain Boyemont ne peut pas être plus clair. Nous sommes tous des Camerounais. Il n'y a pas de Camerounais francophones ou anglophones. Nous sommes d'abord des Camerounais. Nous sommes d'abord Camerounais. Je pense que c'est la voie de la sagesse. Et puis, il parlait de composantes tout à l'heure à convier au dialogue. Je pense qu'il y a les chefs traditionnels qui sont les dépositaires de l'autorité traditionnelle, qui sont l'incarnation de la sagesse. Et là, on en a eu. Je pense que le dialogue qui va s'ouvrir va convier à la table les chefs traditionnels également. Monsieur Taïbé Ngaba? Je pense qu'il a parlé du calme et c'est un maître mot en ce moment. Il faut appeler davantage au calme et beaucoup de retenue et que par la suite le dialogue reprenne. Franklin Sonnet? J'ai retenu l'amnistie du dialogue et si ce sage conseil pour le dialogue, selon certaines informations qui ont circulé dans les réseaux sociaux, et le président Biya l'avait rendu visite nuitamment. J'espère qu'il lui a dit ça, si c'était vrai. Cyril Oundi? Écoutez, moi ce que je viens d'entendre me conforte dans l'idée qu'il y a une volonté forte et d'une majorité écrasante de Camerounais de rester ensemble et que finalement la sécession ou ces velléités sécessionnistes ne sont le fait que d'un groupuscule de personnes qui ne sauraient avoir voix au chapitre, de toutes les façons qui ne pourraient pas faire contrepoids à cette volonté très forte des Camerounais de continuer de bâtir, de continuer d'évoluer sur le chemin qu'ont tracé les pères fondateurs de notre nation. Voilà. Il en sera ainsi, je suis tout à fait optimiste maintenant. Il faut dialoguer, il faut se mettre au travail et puis bâtir les solutions qui vont nous permettre d'avancer. Sinon, rien du tout. Le Cameroun est un pays. Sinon, rien du tout. Madame, Messieurs, nous allons passer, si vous le permettez, messieurs, nous allons passer à la deuxième une des scènes de presse. Nous parlons de tourisme. Le Cameroun s'est joint au reste du monde pour célébrer cette semaine la Journée mondiale du tourisme. C'était la 38e édition. Thème retenu cette année, tourisme durable comme outil de développement. Un titre plutôt fort opportun. Monsieur Taïbé Ngaba. Oui, le tourisme, en fait, il faudrait qu'on puisse davantage sensibiliser sur l'importance du tourisme qui se porte comment au Cameroun? Qui se porte bien malgré des situations que nous pouvons décrire. Je veux vous dire qui se porte bien parce que selon la Banque mondiale, le tourisme au niveau du Cameroun a représenté 3,5 du produit du PIB, alors qu'en 2016, à 5,3 pratiquement. Donc vous voyez qu'au moins en cette période de crise, le tourisme, lui, a pu quand même générer plus que de recettes. Et même les recettes au niveau des nuitées, etc. En 2015,
nous étions à 535 milliards de recettes touristiques. En 2016, on a atteint le cap de 560 milliards de recettes touristiques. Alors, c'est pour dire que on aurait pu, sans les effets de crise, etc., les impacts, aller bien au-delà. Alors, Georges-Alain Boyomo, est-ce que vous êtes satisfait de la politique nationale du tourisme telle qu'elle est menée aujourd'hui chez nous? Bon, je suis largement insatisfait. Je suis un peu flatté ou alors surpris que le directeur ne prenne que le petit pan qui est intéressant par rapport au tourisme. Je pense qu'il y a eu également un classement sur la compétitivité du tourisme en Afrique et dans le monde. Le Cameroun est vraiment mal classé. Je crois qu'il est 24e sur 34 pays. Ce n'est pas un classement glorieux pour le Cameroun, compte tenu de son potentiel. Parce qu'il faut bien dire que c'est par rapport au potentiel que nous évaluons la force du Cameroun en la matière. Si le Cameroun, qui est l'Afrique en miniature, est classé après le Gabon, à mon sens, c'est quand même une insulte. Donc, il y a certainement un potentiel, mais nous-mêmes, on a la peine à considérer le tourisme comme une industrie qui peut produire des points de croissance. Il a parlé de l'impact au niveau du PIB, mais on peut faire largement mieux. Si on est l'Afrique en miniature, on a tous les types de tourisme balnéaire, etc., on se demande pourquoi ça ne décolle pas. Et je pense que l'un des indicateurs en termes d'impulsion, en termes de vision au niveau de l'industrie touristique, je rappelle que le président de la République a placé en 1997 lors de sa campagne électorale le tourisme au niveau de sa 5e priorité. Or, on ne le ressent pas effectivement dans les faits. Si on prend simplement si on considère simplement par exemple le budget qui est alloué au ministère du Tourisme, ça tourne autour de 4 milliards. Ce qui est largement insuffisant par rapport à un certain nombre de pays qui sont considérés comme des dragons en matière de tourisme en Afrique, le Kenya, l'Éthiopie et d'autres pays. Il y a beaucoup d'obstacles. Malheureusement, c'est un secteur qui engage beaucoup de ministères et la coordination n'est pas toujours évidente. Et c'est peut-être cela qui produit des mauvais points pour le tourisme. Alors, Franklin Sonnet, qu'est-ce qui, selon vous, fait problème? Est-ce que c'est une question de volonté politique? Est-ce que c'est une question de priorité? Georges-Alain le disait tantôt, nous sommes un pays, on va dire, gâté par la nature, mais les touristes n'accourent pas chez nous. On parle d'1 million à peu près, d'1 million de touristes par an, environ 1 million de touristes par an. Bon, ce sont les chiffres officiels. Alors dites-nous, selon vous, qu'est-ce qui fait problème chez nous? C'est le Cameroun. C'est-à-dire quoi? C'est le Cameroun. C'est la camerounité. On n'est même pas conscient, comme vous venez de dire, on n'est même pas conscient que le Cameroun c'est de l'or. Quand on voyage dans d'autres pays, on voit des pays qui ont moins ce qu'on a et comment ils gèrent le tourisme. On comprend que peut-être Dieu lui-même doit revenir ici pour nous faire montrer que c'est ici peut-être le jardin d'Éden. Monsieur le directeur a parlé d'une baisse de plus de 30 000 nuitées à Bamenda seul. On peut dire peut-être que c'est à cause des activistes et les troubles, les ghost towns et consorts. Mais imaginez-vous, le tourisme c'est le voyage. Comment peut-on voyager? Comment peut-on arriver à Bamenda quand on connaît les problèmes de la route Bafoussam-Bamenda seulement? La route Kumbaman-Fekili encore Bamenda vient de venir. Et je peux dire les bailleurs des fonds nous ont poussé jusqu'à on a construit ces routes qui datent de décennies. Comment est-ce qu'on fait le tourisme sans les routes? Si on ne peut pas arriver là-bas, on peut bon, maintenant peut-être parce que l'aéroport fonctionne et la Cameco nous donne la possibilité d'arriver là-bas dans quelques minutes. Mais combien peut payer l'avion? Quand on veut faire le tourisme, on veut voir le paysage et consorts. Quand on vole, dans quelques minutes, on a déjà sauté, on a raté beaucoup de choses. Donc je pense qu'on n'a pas, et c'est depuis des lustres qu'on parle de ça, peut-être il faut, je ne sais pas quoi dire, mais on n'a pas compris la valeur de notre tourisme. Je vais vous dire quelque chose. En quelques mots? Oui, que quand on voyage dans ces pays, je suis arrivé à Amchidé pour des raisons professionnelles. Et quand tu arrives à Banki, parce qu'à Amchidé, c'est sur les pistes qu'on voyage. Quand tu arrives à Banki, tu vois le goudron. Tu sais pourquoi? Parce qu'on est au Nigeria. Et c'est presque comme ça partout le long de notre frontière. Tu es dans la brousse au Cameroun,
Dès que tu vois le goudron, c'est que tu es ailleurs. Est-ce qu'on peut faire le tourisme dans ces conditions? Alors, Cyril, on dit le tourisme fait également... c'est un gisement d'impôts, c'est un gisement de revenus pour l'État du Cameroun, mais comme tout le monde l'a dit jusqu'ici, qui ne semble pas encore exploité au niveau où il devrait l'être. Et c'est une perte pour le Cameroun. Écoutez, on a coutume de dire que le Cameroun est l'Afrique en miniature. Le Cameroun est l'Afrique en miniature, mais je pense qu'il est temps de partir de cette affirmation qui relève d'un orgueil national tout à fait justifié au regard de la géographie, de l'abondante géologie dont notre pays a été béni, pour aller vers une déclinaison en termes de politique économique et budgétaire, pour que soit... Il faut en faire une priorité. Il faut en faire une priorité. Je pense que, peut-être pas une priorité, il faut plutôt tenir compte du réel potentiel, parce que le tourisme au Cameroun est un champ en friche. Il faut tenir compte du réel potentiel de ce secteur qui peut être un levier majeur de notre politique économique et donc qui de manière incidente, tout en distribuant des revenus, parce que un tourisme florissant, c'est des gens qui entrent avec beaucoup d'argent en dépensé, ça crée des emplois, ça génère de la distribution de revenus, et puis par ricochet, effectivement, l'État peut, du fait des impôts acquittés par les différents opérateurs économiques, engranger davantage de recettes pour alimenter son budget. Il y a un ensemble de choses qui ont été mises en place déjà et qui demandent à être implémentées de manière plus efficace en matière d'aménagement du territoire. Je voudrais citer ici une loi sur les zones économiques qui permet dans des portions de territoire, des portions géographiques données, implanter un ensemble d'exploitations de tourisme et donc bénéficier davantage essentiellement en matière de défiscalisation. Il y a également des leviers purement fiscaux avec la loi du 18 janvier 2013 qui concentre l'essentiel de la volonté présidentielle d'accompagner les investissements privés. Les entreprises de tourisme sont également éligibles à cette loi-là, mais je pense que cet accompagnement institutionnel ne suffit pas. Nous avons besoin d'un secteur privé fort qui prenne conscience du potentiel de ce secteur, qui y investissent massivement. Beaucoup de choses sont également faites en matière d'amélioration du climat des affaires pour permettre aux investisseurs étrangers de s'installer. Mais une fois de plus, il faut une volonté politique plus forte et une déclinaison économique et budgétaire de ce slogan qui veut que l'Afrique, le Cameroun soit l'Afrique en miniature. Voilà, nous allons revenir là-dessus dans quelques instants. Le temps pour nous de nous rendre dans la région de l'extrême nord, une région qui tirait jusque-là beaucoup de dividendes de l'activité touristique et qui, du fait des exactions de Boko Haram, voit le tourisme ralentir dans cette partie du pays, d'où l'appel lancé par les autorités de la ville pour relancer l'activité touristique dans la région de l'extrême nord. Et c'est en zooming dans ce reportage que nous propose Flore Faraïda. L'extrême nord, la plus belle des régions, doit cette étiquette à sa diversité faunique, floristique et culturelle. Mais depuis quelques années, l'activité touristique dans cette localité du pays tourne au ralenti à cause de l'insécurité. Face à cette situation, les professionnels du tourisme ont décidé de promouvoir le tourisme interne. Nous sommes dans une situation où le tourisme externe est un peu limité et ça nous permet d'un autre côté de développer le tourisme national qui, dans d'autres pays, est un facteur très important pour l'économie nationale et qui est aussi un outil de développement. Nous invitons tous les Camerounais à planifier des déplacements pour découvrir tous les recoins de leur pays. Le gouverneur de la région de l'extrême nord, pour sa part, salue les efforts fournis par les principaux acteurs du secteur pour la relance de l'activité. Nous nous félicitons du fait que les opérateurs de ce secteur ne sont pas découragés. Au contraire, ils sont remobilisés pour attendre le retour de l'embellie pointé à l'horizon. Il convient de rappeler que l'extrême nord possède une multitude de sites
touristiques méconnus qui n'attendent que leur mise en valeur pour contribuer au développement de leur environnement et suppléer à se situer en zone délicate. Retour sur la table du débat. Monsieur Taibé Gaba, que faire donc? Que propose le ministère du Tourisme pour faire de notre pays une destination touristique de premier ordre? Vous parlez tantôt, pendant la pause du budget de ce département ministériel qui est de 9 milliards. Est-ce que c'est suffisant pour accompagner de manière efficiente ce secteur-là? Je voudrais d'abord dire que quand on parle du tourisme camerounais, on a l'impression d'insister surtout sur le potentiel, l'Afrique en miniature, toute l'Afrique dans un seul pays, etc. Aujourd'hui, il faut dépasser le potentiel. Le potentiel, c'est un État. Et tout le monde reconnaît déjà cet état-là. On a même parlé tantôt de scandale touristique. Mais le problème maintenant, c'est de voir comment est-ce que nous passons de cet état-là ou bien de ce potentiel-là en produits touristiques vendables. Et qu'est-ce que vous proposez au ministère? La proposition, c'est de voir comment on peut transformer dans ce potentiel-là en un produit. C'est-à-dire il faut passer de l'état de potentiel en une industrie. Et pour cela, il y a quand même des étapes à parcourir. C'est-à-dire que on parlait tantôt de budget. Le budget, il faudrait l'améliorer. Avec 9 milliards, par exemple, de budget du tourisme, pour l'ensemble du ministère du Tourisme, dans d'autres cieux, par exemple, je prends le cas du Maroc, 9 milliards, c'est seulement le budget de la promotion du tourisme. C'est-à-dire, la promotion, c'est une direction dans le ministère du Tourisme. Et ici, chez nous, 9 milliards, c'est l'ensemble du budget, c'est-à-dire qui comprend le fonctionnement et le budget d'investissement. Le budget d'investissement qui est pratiquement de 5 milliards. Et lorsque vous prenez la partie qui doit être transférée aux communes, il vous reste plus grand-chose. Et quand on parle d'aménagement de sites touristiques, eh bien, de 2 à 5 milliards pour aménager un site touristique. Donc, avec le seul budget, nous ne pouvons pas aménager un seul site touristique. Alors, peut-être qu'il faut envisager un partenariat public-privé plus pointu, comme on a commencé à le dire. Oui, Cyril, naturellement. C'est-à-dire que pour le ministère du Tourisme, il faut, dans un premier temps, améliorer le budget, ça c'est évident. Deuxièmement, il faudrait améliorer l'environnement du partenariat public-privé pour amener les investisseurs privés à investir, à retrouver un code d'investissement qui leur soit plus favorable. Monsieur a évoqué tantôt qu'il y a des efforts qui sont faits, mais ce n'est pas encore suffisant parce que les investisseurs privés crient, interrogent pour qu'on puisse améliorer ce code d'investissement de manière spécifique au secteur du tourisme. Il y aurait également à mettre en place des structures d'intervention. Dans les pays comme l'Égypte, l'Afrique du Sud, etc., ils ont mis en place des structures d'investissement appropriées. Ou bien la France, etc., vous avez les offices de tourisme nationaux qui sont conçus des outils de promotion, c'est-à-dire de destination vers les pays émetteurs, les gros pays émetteurs comme l'Allemagne, etc. Et ça, il faudrait que nous mettions également ces structures d'intervention-là. Georges Alain Boyomo, c'est également votre point de vue? Absolument, mettre déjà sur pied cet office qui va donc concentrer un certain nombre de compétences multisectorielles. Mais également, je pense que notre problème, c'est également les infrastructures. Parce que si les deux principales villes du pays sont reliées par la route qu'on connaît avec le problème de bus qui a été évoqué la dernière fois, je pense qu'il y a de quoi s'inquiéter. Malheureusement, nous ne sommes pas servis le Cameroun n'est malheureusement pas servi par la conjoncture sécuritaire parce que les régions les plus visitées, si je m'en tiens à ce que j'ai lu, sont les régions septentrionales par les touristes, mais aujourd'hui l'économie touristique est paralysée à cause de tout ce qui s'y passe. Voilà également les deux régions anglophones qui enregistrent une chute drastique du nombre de touristes. Je pense que tout cela est préoccupant, mais il y a des choses qui relèvent de ce qu'on pourrait appeler des choses basiques, par exemple le confort dans les hôtels.
Tout à fait. On a le sentiment qu'on attribue les étoiles au petit bonheur, la chance. Est-ce que la qualité du service est en phase avec ce nombre d'étoiles? Ça, c'est des choses qu'on peut régler. Surtout que, je pense, ça fait partie du cahier de charge de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Là, on ne pourra plus jongler. Donc, il faut être rigoureux sur ces choses-là. Il y a d'autres choses. Il y a mille et une choses. Notre compagnie aérienne qui connaît beaucoup de soubresauts et autres. Or, si Cameco avait atteint vraiment son niveau de vitalité, ne traversait pas les zones de turbulence qu'on connaît, je pense qu'il aurait contribué de manière significative au décollage de l'industrie touristique. Monsieur, si vous le permettez, nous allons marquer un autre arrêt dans cette édition de Scène de Presse pour revisiter l'actualité de la semaine. C'est dans la revue de presse que signe Martine Noël Ndengue. La situation qui prévaut dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest constituait l'actualité principale dans la plupart de nos journaux cette semaine. Crise dite anglophone, la commission Moussongué monte au créneau. Au cours de leur première sortie au Parlement lundi, les membres de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme ont condamné sans détour les actes de violence perpétrés le week-end dernier dans ces deux régions. Comme nous l'apprend Cameroun Tribune du mardi 26 septembre, interrogé au sujet de la situation qui prévaut dans les dites régions, le président de cette commission, Peter Mafani Moussongué, a appelé au calme et à la responsabilité de chaque Camerounais vivant de ce côté-là. Le journal de la rue de l'aéroport va ensuite donner la parole à certaines voix qui comptent pour décrier les dérives terroristes dans le nord-ouest et le sud-ouest. Même son de cloche dans la Nouvelle Expression. Mardi, le quotidien de Séverin Tchunke a recueilli les impressions de la classe politique face à cette crise. D'aucuns ont parlé de convoquer dans l'urgence une conférence nationale et d'autres parlent d'une sécession. Ce à quoi s'oppose le président national du Social Democratic Front, John Fundi, est à la une de mutation de mercredi. Le chairman, muet depuis le début de la crise, s'est exprimé en ces termes, je le cite, « Je suis anglophone et je suis contre la sécession ». Hors de question également pour les parlementaires. À l'issue d'une réunion du bureau de l'Assemblée nationale élargie à tous les partis politiques représentés dans cette chambre, mardi dernier, la représentation nationale a rappelé le caractère unitaire de l'État et appelé le gouvernement à prendre ses responsabilités face au chantre de la division. Cette actualité barre la une de Cameroun Tribune du mercredi, une édition dans laquelle les autorités religieuses, autorités morales, disent également leur désapprobation. Mercredi, c'était au tour des sénateurs. Les membres de la Chambre haute du Parlement, au cours d'une réunion présidée par Marcel Nyandifendi, son président, ont dit leur indignation face aux velléités de sécession. Cameroun Tribune du jeudi 28 septembre reprend également la déclaration des élites du Nord-Ouest. Le journal de Marie-Claire Nana termine la semaine avec une déclaration forte à sa une, tentative de sécession, la nation unie face aux aventuriers. L'union sacrée est préconisée comme riposte. Le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication Issa Chiroma Bakari, donne la position du gouvernement. Non à la sécession, au terrorisme et à la violence. Oui à la paix, à l'unité nationale, à la tolérance et au dialogue. Paru également cette semaine, les échos du programme national de développement participatif PNDP. L'édition du premier trimestre 2017 nous amène sur les traces des jeunes de l'opération du projet à haute intensité de main-d'œuvre dans la région de l'extrême nord. Mincom News est également dans les kiosques. Le magazine bilingue d'information du ministère de la Communication revient sur les présentations de vœux de Nouvel An 2017 au patron de la communication Issa Chiroma Bakari, en même temps qu'il donne la parole à Charles Ndongo, le directeur général de la Cameroun Radio Television, qui dit, je le cite, « La CRTV doit être la référence en tout point de vue ». C'était la presse revue pour vous sur la scène. Nous avons revisité l'actualité de la semaine et maintenant nous allons regarder les journaux tels qu'ils seront. Nous allons voir en exclusivité les journaux tels qu'ils seront, tels que vous les verrez dans les kiosques demain. C'est les unes du lundi, une présentation de Agnès Solange Abesselou. Agnès Solange, bonsoir.
Bonsoir Lucrèce, Madame, Monsieur, bonsoir. Alors, commémoration de la réunification du Cameroun ce 1er octobre. L'actualité est au cœur de toutes les rédactions. La presse locale qui n'a rien raté donc des manifestations, de la marche pacifique donc qui ont été observées sur l'ensemble du territoire national. Et pour mutation, c'est un 1er octobre palpitant en faisant allusion aux accrochages entre forces de l'ordre et manifestations dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, désormais sous contrôle. Le quotidien rappelle la tenue des méga-meetings du Rassemblement démocratique du peuple camerounais à travers le pays, avec l'appel des parlementaires au monument de la réunification à Yaoundé ce même jour. Le message est donc passé, le Cameroun toujours un et indivisible, martelé par les sénateurs ce jour et relayé ici par le quotidien de l'économie. Le journal de Thierry Ekouti qui dresse un premier bilan en soulignant l'échec des attentes des manifestants malgré les 3 morts signalés à la prison de Kumbo. Échec de l'Ambazonie, victoire de l'unité, l'hebdomadaire L'Essentiel titre ainsi avec un bref rappel des bavures liées à ces manifestations, notamment des postes de gendarmerie attaqués. Dans le même temps, ces défis actuels qui marquent un temps d'arrêt sur cette crise anglophone, tout en mettant en lumière ce qu'il appelle mensonges et manipulation des sessionnistes. Voilà, Lucrèce, en quelques télégrammes, je vais le dire ainsi, donc les unes de ce lundi 2 octobre 2017. Je vous donne rendez-vous en kiosque pour ne rien rater. Bonsoir. Bonsoir et merci Agnès Solange. Nous vous donnons donc rendez-vous en kiosque dès ce lundi pour avoir les développements des différentes unes que vous avez regardées tout à l'heure. Mais nous sommes presque parvenus au terme de cette édition de Scène de presse. Soné Bayen, un dernier mot sur le tourisme ou sur la crise dite anglophone? En quelques mots. Quand j'entends l'échec ou plus de peur que de mal, c'est 3 jours d'effort d'hiser le drapeau sur le programme que j'ai vu. Donc il faut rester en éveil? Non, totalement. C'est même tout un mois. Et ce n'est que le début parce que on va utiliser toutes les méthodes. Pour parler un peu de tourisme, je veux parler d'agrotourisme. Voilà. On voyage parce qu'on va aller manger quelque chose qui est précieux quelque part. Voilà, Maniamène, je suis de Maniamène, c'est la grande route maintenant. Presque toutes les voitures passent par là pour aller à Bamenda et de rentrer, même pour aller à Bafoussam. Et les gens veulent aller manger la viande de brousse, mais dès que la nuit tombe, il y a obscurité, il n'y a pas d'électricité. Donc les voitures ne s'arrêtent plus pour que les gens mangent. Monsieur Taïbé Gaba? Oui, juste pour dire encore un mot sur qu'est-ce qu'il faudrait faire pour libérer le potentiel, c'est-à-dire qu'on peut encore bien réussir notre CAN 2019 parce que, vous savez, développer les événements sportifs développe localement le secteur touristique et pour l'occasion, CAN 2019, 24 pays, c'est 24 pays qui débarquent, qui vont être braqués sur le Cameroun. C'est un potentiel énorme de réussir à vendre notre destination touristique et je pense qu'il faudrait la réussir. Ça donnerait également, ça boosterait quelque peu le tourisme. Quand on parle d'1 million de touristes, il faut comprendre par exemple là-dedans 75 milliards de visas. Par exemple, quand on parle d'1 million de touristes, on peut parler de 10 milliards de frais de timbre. Non, on ne va pas recommencer. Merci. Jean-Alain Boyomo. Sur le tourisme ou sur le 1er octobre? Je pense effectivement que le 1er octobre n'était qu'une étape et que le reste n'est pas forcément, ne s'annonce pas sous de meilleurs auspices si le dialogue attendu n'est pas amorcé. Cyril Lundi? Oui, moi je pense qu'il faut rester en éveil, comme disait M. Sonné. Pour cela, j'appelle à la responsabilité, au sursaut patriotique et surtout à ce que dans l'urgence soit déclenché ce dialogue que je souhaite ambitieux et inclusif avec tous les acteurs qui veulent construire. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition de Scène de presse. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Merci, messieurs, d'être venus. La presse quitte la scène. Bonsoir.
appels qui ont été faits et par l'Union européenne, et par les leaders politiques, et par le Commonwealth, et par les Nations Unies, que des gens en arrivent encore à poser des actes aussi déviants. Donc, on espère simplement que le dialogue va vraiment prévaloir et que les uns et les autres vont comprendre que la nation n'est pas un construit définitif et que c'est chaque jour qu'il faut apporter la pierre pour qu'on arrive à un idéal qui soit convergent par rapport aux intérêts des uns et des autres. Nous allons maintenant retrouver Flavien Zobo en direct de la région du Sud-Ouest. Flavien, bonsoir. Flavien Zobo. Bonsoir Lucrèce et bonsoir également à vos invités. Alors dites-nous comment se porte la région du Sud-Ouest? Il faut dire, Lucrèce, que le calme règne dans la région du Sud-Ouest après une journée, on va le dire, bien longue, caractérisée par des manifestations d'humeur par endroits. Alors parlant justement de ces manifestations-là, qu'est-ce que vous avez pu observer? Quel est le bilan que vous pouvez faire? Alors Lucrèce, on va dire qu'à Bangem et à Tombel, nous sommes dans le département du Madangouba. Des manifestations ont tenu quelques dizaines de minutes. Dans le département du Lébialem, les informations reçues là-bas font savoir qu'une marche encadrée par les forces de l'ordre a eu lieu à Mengi. À Ekiluindi, un village du département de la Mêlée, on a également connu quelques tensions très vite maîtrisées. Constat similaire à Bamousso, département d'Indiane. Les villes de Manfé dans la Magno, Kumba dans la Mémé, Boya dans le Fako ont été relativement calmes. Les quelques manifestations observées ont à chaque fois été stoppées net par les forces de défense et de sécurité qui ont fait preuve de maîtrise et de professionnalisme devant des manifestants parfois agressifs. La situation est sous contrôle et comme je l'ai relevé tantôt, Lucrèce, le calme règne dans la région. Merci Flavien Zobo pour toutes ces informations et nous vous souhaitons bonne suite dans votre travail. Nous savons que vous restez à l'écoute et que, comme nous l'avons tantôt dit pour la région du Nord-Ouest, vous nous ferez part de tous les développements qui pourraient subvenir dans cette région. Merci également à vous Lucrèce et bon débat. Merci Flavien. Retour sur le plateau et suite de ce débat. Alors Franklin Sonnet, on était donc aujourd'hui le 1er octobre, nous sommes toujours le 1er octobre et c'est un 1er octobre qu'on a vécu pas comme les autres. On a eu des manifestations de soutien au président de la République, on a eu des marches pour faire échec aux velléités des sécessionnistes, on a eu une déclaration du Parlement au monument de la réunification. Quel commentaire tout cela vous suggère? Voilà que finalement on a fêté le 1er octobre. Voilà une date très importante, peut-être le plus important, je peux même dire le plus important dans notre histoire qu'on avait oublié, qu'on a balayé comme ça sous la table. Et Dieu merci, aujourd'hui, peut-être à part le président de la République qui n'est pas dans le pays, toute la classe politique et l'administration est sortie pour fêter le 1er octobre. Je pense que cela, c'est une victoire pour les manifestants. Je me demande pourquoi on veut tuer l'histoire du Cameroun. Je ne comprends pas pourquoi on fête le 20 mai au lieu de fêter la réunification. Parce que le 20 mai représente à la fois la plus grande fraude électorale dans l'histoire du monde, où on a voté entre oui et yes, et que ça représente aussi l'annexation. Moi, je pense que si on veut maintenir le 20 mai, qu'on appelle ça le Empire Day, comme on avait dans notre histoire, cela parlait de Empire Day en termes de la Grande-Bretagne, l'Empire britannique. Parce que ça, c'est le jour où le Cameroun francophone est devenu un empire. Parce que les empires sont des grandes puissances qui captent les petits pays ou les petites tribus pour les intégrer sous les contrôles. Moi, je pense que c'est arrivé peut-être accidentellement. Bien sûr, non, il n'y a pas de question dessus. Qui est menée. Le 20 mai, c'était l'assimilation. C'était l'assimilation. On ne peut pas débattre sur ça. J'ai dit encore que voilà que accidentellement on a fêté le 1er octobre notre réunification, ce qui fait l'histoire du Cameroun, ce qui fait cette Cameroun dans lequel on vit.
Et on voulait oublier ça. Je pense que ça devait devenir officiel. Après le dialogue. Le dialogue sincère. Et si on arrive à tomber d'accord, je pense que le 1er octobre devrait être notre National Day. Alors, Cyril Oundissa, c'est un point de vue que vous ne partagez pas Absolument du tout. pas. Absolument pas. Je pense qu'il faut... Pour vous, c'est une date douloureuse, le 1er octobre 1961. Avant de dire cela, je pense que la situation est suffisamment délicate pour inviter les uns et les autres à la mesure et à la tempérance. Je pense que ce n'est pas le moment, de se lancer dans un vocabulaire qui peut être récupéré par d'autres personnes ou alors qui peut être intégré et compris différemment selon le niveau d'instruction, selon le niveau d'instruction de chacun. Ce n'est pas les mots qui tuent le Cameroun. Vous vous êtes exprimé, je vous ai pas... C'est les mauvais actes qui tuent le Cameroun, ce n'est pas les mots. N'ayons pas peur de mots. Parler d'Empayadé, du Cameroun comme d'un empire, parler de politique d'assimilation, non. Je pense qu'on est là dans le domaine de l'exacerbation. Ce qui s'est passé aujourd'hui est, pour moi, de mon point de vue, l'expression d'une colère profonde qui a grandi, qu'on n'a pas entendue et qui est aujourd'hui assourdissante, que nous devons entendre et qui a besoin d'être traitée. Moi, je voudrais inviter les uns et les autres, l'ensemble de la classe politique, surtout la société civile, à cette mesure, à cette tempérance. La politique est peut-être un jeu, mais il y a des choses avec lesquelles on ne joue pas. Inviter les uns et les autres à un certain sens des responsabilités. Le Cameroun traverse une étape très délicate. Nous avons besoin aujourd'hui de revisiter notre modèle politique, de s'asseoir et d'examiner le chemin qui a été parcouru, trouver les voies et moyens par lesquels on peut avancer par ce dialogue. Donc il faut que les uns et les autres soient conscients de ce qui se joue aujourd'hui, c'est l'avenir du Cameroun, mais pas l'avenir d'une chapelle politique et encore moins l'avenir politique de quelques individus. Non, il faut aujourd'hui, dans un sursaut d'orgueil national, tenir un discours qui permet aux uns et aux autres de maintenir cette cohésion nationale, qui va nous permettre d'apporter des réponses aux interpellations, d'écouter la colère de nos compatriotes qui s'expriment aujourd'hui. Parce que moi, je vais vous dire, Lucrèce Bedoudjemba, je suis sûr que une majorité écrasante de nos compatriotes qui ont défilé paisiblement aujourd'hui, agitant certains des morceaux de papier, des bouts de tissu ou de plastique à des couleurs différentes du drapeau national, sont profondément au fond d'eux-mêmes camerounais. Au fond d'eux-mêmes, c'est le vert rouge qui est imprimé, mais ces gestes qu'ils ont posés aujourd'hui sont des manières de nous dire il y a des problèmes, il faut qu'on les règle. Nous ne sommes pas contents de comment les choses avancent. Il faut que vous entendiez cette colère. C'est le premier stade du dialogue. Il faut écouter d'abord. Et si on veut que règne l'écoute et le dialogue, je pense qu'il faut également que les uns et les autres quand vous parlez de dialogue, en évitant des excès. Madame, Monsieur, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons pour cette nouvelle édition de Scène de Presse. Scène de Presse, c'est le rendez-vous des hommes et femmes des médias qui décryptent les faits majeurs de la semaine en toute liberté, des échanges soutenus par des experts à la science avérée. Au menu de ce 442e numéro, le Cameroun est un et indivisible et il le restera. Ce credo a été entendu ce 1er octobre, date de commémoration de la réunification de notre pays. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, les Camerounais ont dit leur attachement à l'unité et à la paix. Ils ont battu le pavé pour faire échec aux velléités sécessionnistes. L'anniversaire a certes été émaillé par quelques contre-manifestations, mais tout est sous contrôle et nos invités font le point ce soir, ainsi que nos correspondants dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest.
900 sites touristiques recensés, des patrimoines de l'UNESCO confirmés, l'Afrique en miniature peine cependant à être une destination touristique de premier ordre. La célébration de la 38e édition de la Journée mondiale du tourisme le 27 septembre dernier sous le thème « Tourisme durable comme outil de développement » donne l'occasion ce soir à nos invités de répondre à une question essentielle: comment libérer le potentiel touristique camerounais? Également au menu ce soir, vos rubriques habituelles, les unes du lundi, la revue de presse en focus Fonangwa Foi de Tête qui sort de sa réserve et tente de ramener les activistes à l'ordre. Mais avant, faisons connaissance avec nos invités du soir. Christelle Avom est notre guide. Georges Alain Boyomo est le directeur de publication du quotidien Mutation. Lauréat de la 31e promotion de journaliste de l'ESTIC, l'éditorialiste a souvent griffonné dans les colonnes du Messager et prêté sa voix à Radio Campus. Président du club des journalistes politiques du Cameroun, il tient des cafés politiques avec les leaders du régime en place et son opposition. Oundi Cyril est inspecteur principal des régies financières. Diplômé en administration publique de l'ENA de Paris, il est chargé d'études au ministère des Finances. Analyste politique, il nous donnera une opinion citoyenne sur les événements relatifs au 1er octobre 1961. Tabé Ngaba est architecte enseignant à l'université de Maroua. Diplômé de l'école d'architecture et de paysage de l'université de Bordeaux, il est le directeur des entreprises touristiques au ministère du Tourisme et des Loisirs depuis 2016. Président de la commission hébergement et restauration du COCAN 2019, il est celui qui nous dira comment libérer le potentiel touristique camerounais. Également sur ce plateau, Christelle, Franklin Sonné-Bayen, qui est journaliste et freelance et un habitué de scènes de presse ainsi que de presse Awa. Merci d'être venus, messieurs. La première une de cette édition de scènes de presse nous conduit dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest pour voir comment cette journée s'est déroulée après toutes les menaces que nous avons entendues. Donc nous aurons au cours de cette édition de scènes de presse nos correspondants permanents dans ces régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Alors Franklin Sonnet, je vais commencer par vous avant que nous ne prenions la température dans ces régions-là. Alors au regard des menaces que les activistes ont fait peser sur ces régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest cette semaine et des mesures d'exception qui ont été prises par l'État, avez-vous le sentiment qu'il y a eu plus de peur que de mal? On n'a pas encore toute l'information. Les quelques informations qu'on a eues, tant qu'il y a mort d'homme, c'est grave. Donc si on attendait la mort d'1 million de personnes et que 100 millions ne sont pas morts, tant qu'il y a 10 morts, tant qu'il y a 20 morts, de par les quelques informations qu'on a pu récolter jusque-là, je pense que c'est toujours grave. Alors j'imagine que ce chiffre que vous donnez, pas de 10 ou de 20 morts, c'est des chiffres qu'on va vérifier avec nos correspondants régionaux dans cette partie du pays-là, le Nord-Ouest, le Sud-Ouest précisément. Georges Alain Boyomo, vous avez plutôt dressé un bilan mitigé de cette journée au regard des différentes menaces qui ont pesé sur la ville pendant la semaine. Absolument. Je pense qu'il est déjà, on est fondé de dire en l'état actuel de la situation que dans 8 régions du Cameroun, les choses sont passées normalement. Il y a eu des meetings organisés par le parti au pouvoir, suivis de marches de soutien aux institutions constitutionnelles. À Yaoundé, il y a eu même un bouquet où on a retrouvé au monument de la réunification. C'est inhabituel. Le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale pour rappeler que le Cameroun est un et indivisible. Malheureusement, tout n'a pas été parfait parce que du côté des deux régions anglophones, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, on a effectivement laissé des échauffourées. Certaines se sont soldées par des morts d'hommes. On ne peut pas encore être précis sur le chiffre, mais il y a quand même un courant irréductible qui... Des échauffourées, autant pour moi, à la prison qui ont conduit
À la prison, mais également en dehors, parce que... Qui ont conduit donc à ces morts-là. Par exemple, le cas de Kumbo, mais également à Mutengene, à Baminda, il y a eu des accrochages entre des forces de l'ordre et certains activistes qui ont tenté de défier l'autorité publique. Il y a eu également des marches pacifiques. Il y a des gens qui sont rendus dans l'enceinte de chefferie pour manifester, je dirais, leur hostilité à une certaine partie du Cameroun et hisser le drapeau d'un certain pays. Mais globalement, je pense que par rapport à ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux avant cette journée du 1er octobre, on peut dire que les choses se sont globalement passées avec moins de casse qu'on ne s'y attendait. Alors Cyril Oundi, comment est-ce qu'on peut expliquer ce sentiment mitigé qui anime Georges-Alain Boyomo? On peut le mettre à l'actif de quoi? Est-ce que c'est à l'actif du concert de protestation qui a été entendu pratiquement sur l'ensemble du territoire? Écoutez, moi je pense que tout en partageant l'inquiétude qui a été exprimée un peu avant moi sur les incidents qui ont certainement émaillé cette journée en attendant qu'on ait l'information exhaustive et l'information fiable. Le Cameroun, comme beaucoup d'autres nations démocratiques, traverse une étape majeure de sa longue maturation démocratique et institutionnelle. Et le film de cette journée est là pour effectivement confirmer cela. On a eu sur l'ensemble du territoire national un ensemble de célébrations pour rester en droite ligne de ce que devrait être ce 1er octobre. On a eu un ensemble d'appels, un sursaut d'union nationale et d'unité nationale pour réaffirmer que le Cameroun est un et indivisible. Il faut bien entendu déplorer... Il est important qu'on entende les autres. Effectivement, c'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie. Qu'on entende le plus grand nombre. Qu'on ait parfois des sons de cloche dissonants, mais ce qu'il faut faire, c'est écouter et prêter attention à ces sons de cloche dissonants pour progressivement travailler à une meilleure harmonie avec le reste de l'orchestre, pour employer un peu le langage musical. Donc je pense que c'est une étape que nous traversons, qui est faite de soubresauts, et il nous appartient à tout le peuple camerounais de faire preuve de responsabilité, mais également d'écoute pour tirer tous les enseignements nécessaires et continuer à avancer sur ce long et difficile chemin de la démocratie, parce que la démocratie, c'est pas une balade de santé, c'est émaillé parfois d'incidents plus ou moins graves, mais il faut trouver la force de continuer d'avancer. Alors parlons justement d'incidents, il y en a souvent eu ces dernières semaines dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Monsieur Taïb Begabak, vous qui êtes dans le secteur du tourisme, dites-nous quel est l'impact de cette crise sur le secteur touristique? Oui, effectivement, quand il y a crise, le secteur, crise surtout par rapport au déplacement des hommes, etc., le secteur du tourisme en prend un coup, parce que en fait, le tourisme, il faut le définir, c'est lorsqu'on peut se déplacer pour aller séjourner hors de son lieu de résidence habituel pour diverses raisons. Et lorsqu'il n'y a pas possibilité, par exemple, pour diverses raisons, de ne pas arriver à tel endroit, effectivement, nous voyons que les arrivées peuvent être réduites ou les nuitées également. C'est le cas en ce moment? C'est le cas en ce moment, parce que si nous partons des constats en comparaison entre les arrivées et les nuitées de 2016 à 2017, dans ces régions-là, il y a une baisse drastique. En 2016, au niveau du sud-ouest, 70 000 nuitées. Aujourd'hui, nous en sommes largement moins de 50 000 nuitées. Et au nord-ouest, nous avions en 2016 51 nuitées, 51 000 nuitées. En ce moment, nous ne sommes pas encore complètement en fin d'année, mais nous sommes qu'à 17 500 nuitées. Et ça fait quand même que sur le plan recettes générées, c'est vraiment drastique. Alors nous allons retrouver nos correspondants dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest pour prendre la température après cette journée qui a causé un certain nombre de problèmes. On avait une certaine appréhension. Alors comment se
porte la région du Nord-Ouest à cet instant précis? Nous posons la question à Augustin Guizana. Augustin, bonsoir. Bonsoir Lucrèce Medoun Djemba, bonsoir à tous vos invités, bonsoir à tous les téléspectateurs de scènes de presse sur CRTV. Alors, comment se porte la région du Nord-Ouest à cet instant précis? À l'heure où nous parlons, Lucrèce, c'est le couvre-feu instauré depuis vendredi soir qui se poursuit, et ce jusqu'à demain, lundi 2 octobre à minuit, et il faut ajouter l'arrêté du préfet de la Mézam qui interdit toute manifestation publique jusqu'au 3 octobre. Pour répondre à votre question, eh bien, il y a eu plus de peur que de mal à l'heure du bilan de ce 1er octobre 2017. Le mal, c'est qu'on enregistre 3 morts à Kumbo, et c'était d'ailleurs une surprise. On s'attendait à des manifestations des rues, mais c'était un incendie provoqué par ces prisonniers de Kumbo, qui a plutôt amené la population à être quelque peu bouleversée. Mais sinon, malgré les déplacements limités entre les départements de la région et au niveau de la frontière fermée, les fidèles se sont rendus quand même dans les églises ce matin. La situation est sous contrôle selon l'état-major de la Sûreté nationale qui suit de près cette situation, tout comme moi qui était sur le terrain, dans le Boyo, également, c'est non loin de Bamenda. Je viens d'avoir le préfet au téléphone. Il m'a indiqué, Fidèle Tegny m'a indiqué que son véhicule a été incendié cet après-midi aux alentours de Bello. Ça, c'est autour de 10 km de Fondon, le chef-lieu de ce département. Mais de manière ramassée, Lucrèce Medoun Djemba, la situation est sous contrôle. Il y a eu plus de peur que de mal. Alors, Augustin, il y a une rumeur, appelons-la ainsi, qui a circulé tout au long de cette journée. C'est celle relative à cette frappe aérienne qui aurait eu lieu à Bamenda, et également celle qui fait état d'un gendarme qui aurait été tué par des manifestants, autant pour moi. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Non, il n'y a pas eu de frappe aérienne de l'armée camerounaise sur des manifestants, Lucrèce Medoun Djemba. En effet, aux environs de 13h et 16h, c'était un hélicoptère de l'armée qui survolait le chef-lieu de la région, en tout cas l'aéroport de Bamenda qui est situé à Bafout. Entre-temps, du côté de Mile 7, il y avait un groupe d'individus se réclamant du Southern Cameroun qui manifestait à cet endroit. C'est donc un détachement du groupement spécial d'opération, le GSO comme on l'appelle, qui est donc un détachement motorisé qui a chassé cette bande d'individus. Alors, il n'y a donc pas eu de frappe aérienne. Les autorités aéronautiques que j'ai saisies par téléphone, ainsi que les forces du maintien de l'ordre m'ont indiqué que l'hélicoptère en question était en patrouille, avait plutôt un dispositif de prise de vue et non d'armes pour tirer sur des manifestants. Pour ce qui est du gendarme en question, d'ailleurs, il s'agit de l'adjudant Koum que je connais très bien et que j'ai d'ailleurs, à qui j'ai d'ailleurs rendu visite. Il a été pris à partie par des manifestants au niveau de Mile 4 et donc il s'est blessé au niveau du bras. Mais les réseaux sociaux ont fait vite de le tuer. Donc voilà des précisions qu'il fallait donner au niveau de ces deux informations, Lucrèce. Merci Augustin Guizana, et nous savons que vous restez à l'écoute et que vous nous ferez part de tous les développements qui pourraient arriver de ce côté-là. Merci et bonne soirée à vous. Merci, bonne soirée et bon débat, Lucrèce. Merci Augustin. Si la technique nous le permet, nous allons tout de suite nous rendre dans la région du sud-ouest où nous attend Flavien Zorbo pour faire également le point dans cette partie du pays. Flavien, bonsoir. Alors, j'espère que nous aurons Flavien Zorbo dans quelques instants. Le temps pour nous de réagir donc à cette communication que nous venons d'avoir venant de la région du Nord-Ouest. Georges-Alain Boyomo, vous avez également des reporters sur le terrain. Absolument. Je pense que c'est une restitution à peu près correcte de la situation. Je n'attendais pas moins d'Augustin Guizana qui connaît bien le terrain. Maintenant, je dois dire quand même que, tel que les choses évoluent, on a le sentiment qu'il y a vraiment une frange de Camerounais
qui sont entrés en rébellion vis-à-vis des institutions républicaines parce qu'on ne comprend pas qu'après toutes les démarches qui ont été faites, après tous les... Et moi, ce que je viens d'entendre me conforte dans l'idée qu'il y a une volonté forte et d'une majorité écrasante de Camerounais de rester ensemble et que finalement la sécession ou ces velléités sécessionnistes ne sont le fait que d'un groupuscule de personnes qui ne sauraient avoir voix au chapitre de toutes les façons qui ne pourraient pas faire contrepoids à cette volonté très forte des Camerounais de continuer de bâtir, de continuer d'évoluer sur le chemin qu'ont tracé les pères fondateurs de notre nation. Voilà. Il en sera ainsi, je suis tout à fait optimiste maintenant. Il faut dialoguer, il faut se mettre au travail et puis bâtir les solutions qui vont nous permettre d'avancer. Sinon, rien du tout. Le Cameroun est un pays. Sinon, rien du tout. Madame, Messieurs, nous allons passer, si vous le permettez, messieurs, nous allons passer à la deuxième une des scènes de presse. Nous parlons de tourisme. Le Cameroun s'est joint au reste du monde pour célébrer cette semaine la Journée mondiale du tourisme. C'était la 38e édition. Thème retenu cette année, tourisme durable comme outil de développement. Un titre plutôt fort, opportun. Monsieur Taïbé Ngaba. Oui, le tourisme, en fait, il faudrait qu'on puisse davantage sensibiliser sur l'importance du tourisme qui se porte comment au Cameroun? Qui se porte bien malgré des situations que nous pouvons décrire. Je veux vous dire qui se porte bien parce que selon la Banque mondiale, le tourisme au niveau du Cameroun a représenté 3,5 du produit du PIB, alors qu'en 2016, à 5,3 pratiquement. Donc vous voyez qu'au moins en cette période de crise, le tourisme, lui, a pu quand même générer plus que de recettes. Et même les recettes au niveau des nuitées, etc. En 2015, nous étions à 535 milliards de recettes touristiques. En 2016, on a atteint le cap de 560 milliards de recettes touristiques. Alors, c'est pour dire que on aurait pu, sans les effets de crise, etc., les impacts, aller bien au-delà. Alors, Georges-Alain Boyomo, est-ce que vous êtes satisfait de la politique nationale du tourisme telle qu'elle est menée aujourd'hui chez nous? Bon, je suis largement insatisfait. Je suis un peu flatté ou alors surpris que le directeur ne prenne que le petit pan qui est intéressant par rapport au tourisme. Je pense qu'il y a eu également un classement sur la compétitivité du tourisme en Afrique et dans le monde. Le Cameroun est vraiment mal classé. Je crois qu'il est 24e sur 34 pays. Ce n'est pas un classement glorieux pour le Cameroun, compte tenu de son potentiel. Parce qu'il faut bien dire que c'est par rapport au potentiel que nous évaluons la force du Cameroun en la matière. Si le Cameroun, qui est l'Afrique en miniature, est classé après le Gabon, à mon sens, c'est quand même une insulte. Donc, il y a certainement un potentiel, mais nous-mêmes, on a la peine à considérer le tourisme comme une industrie qui peut produire des points de croissance. Il a parlé de l'impact au niveau du PIB, mais on peut faire largement mieux. Si on est l'Afrique en miniature, on a tous les types de tourisme balnéaire, etc., on se demande pourquoi ça ne décolle pas. Et je pense que l'un des indicateurs en termes d'impulsion, en termes de vision au niveau de l'industrie touristique, je rappelle que le président de la République a placé en 1997 lors de sa campagne électorale le tourisme au niveau de sa 5e priorité. Or, on ne le ressent pas effectivement dans les faits. Si on prend simplement si on considère simplement par exemple le budget qui est alloué au ministère du Tourisme, ça tourne autour de 4 milliards. Ce qui est largement insuffisant par rapport à un certain nombre de pays qui sont considérés comme des dragons en matière de tourisme en Afrique, le Kenya, l'Éthiopie et d'autres pays. Il y a beaucoup d'obstacles. Malheureusement, c'est un secteur qui engage beaucoup de ministères et la coordination n'est pas toujours évidente. Et c'est peut-être cela qui produit des mauvais points pour le tourisme. Alors, Franklin Sonnet, qu'est-ce qui, selon vous, fait problème? Est-ce que c'est une
une question de volonté politique? Est-ce que c'est une question de priorité? Georges Alain le disait tantôt, nous sommes un pays, on va dire, gâté par la nature, mais les touristes n'accourent pas chez nous. On parle d'1 million à peu près, hein, d'1 million de touristes par an, environ 1 million de touristes par an. Bon, ce sont les chiffres officiels. Alors dites-nous, selon vous, qu'est-ce qui fait problème chez nous? C'est le Cameroun. C'est-à-dire quoi? C'est la camerounité. On n'est même pas conscient, comme vous venez de dire, on n'est même pas conscient que le Cameroun c'est de l'or. Quand on voyage dans d'autres pays, on voit des pays qui ont moins ce qu'on a et comment ils gèrent le tourisme. On comprend que peut-être Dieu lui-même doit revenir ici pour nous faire montrer que c'est ici peut-être le jardin d'Éden. Monsieur le directeur a parlé d'une baisse de plus de 30 000 nuitées à Bamenda seul. On peut dire peut-être que c'est à cause des activistes et les troubles, les ghost towns et consorts. Mais imaginez-vous, le tourisme c'est le voyage. Comment peut-on voyager? Comment peut-on arriver à Bamenda quand on connaît les problèmes de la route Bafoussam-Bamenda seulement? La route Kumbaman fait qu'il y a encore Bamenda vient de venir. Et je peux dire les bailleurs des fonds nous ont poussé jusqu'à on a construit ces routes qui datent de décennies. Comment est-ce qu'on fait le tourisme sans les routes? Si on ne peut pas arriver là-bas, on peut bon, maintenant peut-être parce que l'aéroport fonctionne et la Cameco nous donne la possibilité d'arriver là-bas dans quelques minutes. Mais combien peut payer l'avion? Quand on veut faire le tourisme, on veut voir le paysage et consorts. Quand on vole, dans quelques minutes, on a déjà sauté, on a raté beaucoup de choses. Donc je pense qu'on n'a pas, et c'est depuis des luttes qu'on parle de ça, peut-être il faut, je ne sais pas quoi dire, mais on n'a pas compris la valeur de notre tourisme. Je vais vous dire quelque chose. En quelques mots? Oui, que quand on voyage dans ces pays, je suis arrivé à Amchide pour des raisons professionnelles. Et quand tu arrives à Banki, parce qu'à Amchide, c'est sur les pistes qu'on voyage. Quand tu arrives à Banki, tu vois le goudron. Tu sais pourquoi? Parce qu'on est au Nigeria. Et c'est presque comme ça partout le long de notre frontière. Tu es dans la brousse au Cameroun, dès que tu vois le goudron, c'est que tu es ailleurs. Est-ce qu'on peut faire le tourisme dans ces conditions? Alors Cyril, on dit le tourisme fait également... c'est un gisement d'impôts, c'est un gisement de revenus pour l'État du Cameroun, mais comme tout le monde l'a dit jusqu'ici, qui ne semble pas encore exploité au niveau où il devrait l'être. Et c'est une perte pour le Cameroun. Écoutez, on a coutume de dire que le Cameroun est l'Afrique en miniature. Le Cameroun est l'Afrique en miniature, mais je pense qu'il est temps de partir de cette affirmation qui relève d'un orgueil national tout à fait justifié au regard de la géographie, de l'abondante géologie dont notre pays a été béni, pour aller vers une déclinaison en termes de politique économique et budgétaire, pour que soit... Il faut en faire une priorité. Il faut en faire une priorité. Je pense que, peut-être pas une priorité. Alors quand vous parlez de dialogue, il faut déterminer les termes de ce dialogue et déterminer également les acteurs qui doivent prendre à ce dialogue-là. D'accord. Je suis... Qu'est-ce qu'il faut écouter, qu'est-ce qu'il ne faut pas écouter? D'accord. Je suis porteur d'une solution. D'une solution de médiation pour sortir de cette crise. Rapidement. Nous avons une crise qui a 3 composantes et je propose une solution de sortie de crise à 5 volets. Ce que j'appelle mes 5 majeurs. Donnez-nous les plus importantes. Voilà. Nous avons 3 composantes dans cette crise. C'est important de partir de là. On a une composante professionnelle, corporatiste, qui a été portée par les avocats, les enseignants, pour lesquels des solutions ont commencé à être apportées et d'autres en cours d'implémentation. On a une composante sociale, de gens qui disent il y a un malaise, on n'est pas assez intégré, on ne vit pas bien, on n'est pas à l'aise, on veut être bien comme tout le monde. Ça aussi, je pense que des solutions ont commencé à être apportées et sont en laboratoire. Il y a une composante politique. Et c'est celle-là qui a besoin d'une attention plus délicate et plus responsable. La composante politique elle-même est subdivisée en 2. Oui, c'est important. C'est important. Oui, on a une composante responsable qui dit nous sommes un État unitaire.
nous avons des problèmes et nous pensons que les choses seraient mieux si on faisait marche arrière. C'est la composante fédéraliste. Celle-là, il faut l'écouter, il faut entendre, parce que c'est en écoutant qu'on peut faire un diagnostic et proposer des solutions qui ne sont peut-être pas celles qu'eux, ils proposent. Ce serait par exemple l'adoption, la mise en mise en œuvre intégrale, ambitieuse et accélérée de la décentralisation telle que prévue dans la Constitution de 1996. Et il y a la deuxième sous-composante de la troisième qui est extrémiste, qui est sécessionniste, qui est séparatiste et qui est attentatoire à ce que nous avons de plus cher, cette unicité de la nation camerounaise, cette volonté des Camerounais de rester ensemble. Celle-là, je pense que ça constitue, on va dire, la ligne rouge à ne pas franchir. Voilà. Alors, c'est entendu. Georges Alain Boyomo, vous partagez quelque peu le point de vue de Franklin Sonnebayen sur la date du 1er octobre 1961. Absolument. Vous pensez qu'il faut lui donner plus de place dans notre calendrier de commémoration? Il faut tenir compte de la lame de fond des manifestations qui ont été vécues aujourd'hui. Il y a une aspiration du peuple camerounais dans son ensemble à considérer cette date comme une date majeure de notre histoire. Et lorsque les circonstances l'exigent, il n'est pas maladroit de reculer et de prendre acte de cela. Mais sans donner l'impression que jusqu'ici, il y avait une politique de marge d'assimilation qui était menée. Sans être d'accord sur le fait que la célébration du 20 mai, c'était la célébration de l'Empire Day, comme il a dit, parce qu'il faut bien dire que pour arriver à l'unification, on est passé par la réunification. Ça veut dire que pour faire le pont vers l'unification, il y a eu quand même un certain nombre d'accords. Ce n'était pas à l'arracher comme il tend à le faire croire. Maintenant, tout n'est pas parfait. J'ai dit que la nation, c'est un construit perpétuel. Il y a eu certainement des manquements, notamment du côté des francophones qui ont utilisé leur obésité un peu peut-être pour assimiler, pour vouloir assimiler sur un certain nombre de plans avant de corriger. Les anglophones. Mais lui, c'est un camarade de promotion à l'ESTIC. Il sait bien que même à l'ESTIC, on reprochait déjà le nombre important d'enseignements en français par rapport aux enseignements en anglais. Et c'est bien que le curseur soit remis au bon endroit maintenant. On a vu les efforts que le gouvernement a fait par rapport aux enseignants anglophones. On a vu également par rapport aux actes OWADA. Je pense qu'on est dans la bonne voie. Mais ce sont des problèmes de gouvernance, tout simplement. Ce sont des problèmes de gouvernance, mais spécifiques pour la partie. On ne peut pas négliger notre héritage colonial. C'est spécifique par rapport à la partie anglophone. C'est pour ça que moi, je pense que le problème, par exemple, Bamileke Bassa n'est pas de même que le problème anglophone. Il y a un problème anglophone qui est spécifique et auquel nous devons prêter l'oreille. Voilà, messieurs, nous allons marquer un premier arrêt dans cette édition de Scène de Presse et nous allons écouter... Oui, en quelques secondes. Votre reporter vérifie encore ces informations. Notre reporter est sur le terrain. On a les informations de 2 gendarmes pris en otage. Notre reporter est sur le terrain. Je vous le garantis, notre reporter est sur le terrain et chaque fois qu'il y aura une information capitale vérifiée, vérifiable, il nous la communiquera. Alors, comme je le disais, nous allons marquer un premier arrêt dans cette édition de Scène de Presse. Nous allons écouter Fon Angwaf de Tut, le Fon de Mancon, qui est un témoin de l'histoire au Cameroun et qui invite tous les protagonistes au dialogue dans le but de sortir de cette crise. Il est en focus dans cette édition de Scène de Presse. I still love the marriage, but that's what I want dialogue. We have to examine what are the things worrying out. We have to discuss it. We cannot mend. Thank you very much. And my experience is that even after this, if any solutions arrived at a present moment, I'm more or less on my way out. My children, my grandchildren must. It seems to me that by human nature, the longer we have, the more we have to discuss. It's an evolution, and we have evolved. We can discuss
and to discuss again and again. Because even other countries had the same thing. Those countries that had independence just about the time, they also seen their own mistakes, and we should be able to talk it over. It is important for us to re-examine our points of difference. And I don't feel that when we talk about Anglophone Cameroon, Francophone Cameroon, we're making any point. We are Cameroonians. We have our own traditional customs. And so we should be talking about that. Jean-Alain Boyemont, on ne peut pas être plus clair. Nous sommes tous des Camerounais. Il n'y a pas de Camerounais francophones ou anglophones. Nous sommes d'abord des Camerounais. Nous sommes d'abord Camerounais. Je pense que c'est la voie de la sagesse. Hein. Et puis, il parlait de composantes tout à l'heure à convier au dialogue. Je pense qu'il y a les chefs traditionnels qui sont les dépositaires de l'autorité traditionnelle, qui sont l'incarnation de la sagesse. Et là, on en a eu. Je pense que le dialogue qui va s'ouvrir va convier à la table les chefs traditionnels également. Monsieur Taïbengaba? Je pense qu'il a parlé du calme et c'est un maître mot en ce moment. Il faut appeler davantage au calme et beaucoup de retenue et que par la suite le dialogue reprenne. Franklin Sonnet? J'ai retenu l'amnistie du dialogue et si ce sage conseil pour le dialogue, selon certaines informations qui ont circulé dans les réseaux sociaux, et le président Biya l'avait rendu visite nuitamment. J'espère qu'il lui a dit ça, si c'était vrai. Cyril Lundi?